Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo de présentation des tests du chapitre déterminant orientation. Si vous allez au sommaire, vous voyez que ces tests sont regroupés en 3 sections et dans cette première vidéo, on va s'intéresser au test de la première section. Et on va tout de suite au premier test. Et dans cette première question test, vous retrouvez votre président des États-Unis préféré et 8 déterminants à calculer visuellement. Alors, c'est un exercice, en fait, des calculs qu'on avait déjà fait, je pense, dans la première fiche de TD du chapitre 9, Introduction à l'algèbre linéaire. Chacune des 8 figures représente l'espace d'arrivée d'une transformation de R2, sachant que la figure A, c'est pour la transformation identité. Donc vous pouvez aussi voir la figure A comme l'espace de départ et les autres figures comme l'espace d'arrivée, c'est-à-dire l'image obtenue à partir de la figure A par la transformation de R2 dans chacun des 7 cas B, C, D, E, F, G, H. Et on vous demande à chaque fois la valeur du déterminant de la transformation. Alors, dans le cas A, la valeur vous est donnée, c'est la valeur 1, bien sûr, puisque c'est le déterminant de l'identité. Donc je vais vous laisser mettre sur pause et réfléchir aux valeurs dans les 7 autres cas. Et je vais afficher les valeurs une par une. Je vous laisse mettre sur pause à chaque fois sans le répéter. Dans le cas B, la valeur vaut 2, puisque B, la transformation pour passer de A à B consiste à multiplier l'abscisse par 2. Attention, les figures ne sont pas à l'échelle. Peut-être que vous vous êtes laissé piéger sur la question B, c'est pas grave, les figures ne sont pas à l'échelle. Il faut imaginer que, comment dire, vous voyez que là, la coordonnée horizontale est multipliée par 2, puisque le vecteur rouge ici dans la figure B fait 2 carreaux. Dans le cas C, la valeur vaut 1, puisque le cas C, vous multipliez par 2 la coordonnée horizontale et vous divisez par 2 la coordonnée verticale. Je vais écrire les matrices peut-être des différents cas. KB, la matrice, c'était 2, 1, 0, 0. Et KC, c'est 2, 1 demi, 0, 0. Si les questions sont trop faciles, vous passez la vidéo en accéléré, bien sûr. Dans le cas D, la valeur vaut moins 1. La matrice du cas D, c'est le flip par rapport à la première diagonale. Donc ça renverse la figure, ça ne change pas l'air, mais ça change l'orientation. Donc déterminant égal à moins 1, ou bien la matrice explicitement à cette forme-là, donc moins 1. Dans le cas E, la valeur du déterminant est encore moins 1. C'est encore un flip, mais cette fois-ci c'est le flip par rapport à la direction verticale, donc c'est la matrice moins 1, 0, 0, 1. Dans le cas F, la valeur du déterminant est 1 quart. La matrice, alors il faut bien regarder les quadrillages pour voir que la matrice, c'est la matrice 1, c'est l'homothétie de rapport 1,5. Donc l'homothétie de rapport 1,5, le déterminant il vaut 1,5 fois 1,5, 1 quart. Dans le cas G, la valeur du déterminant est 4, puisque cette fois-ci, si vous regardez bien le quadrillage, la matrice, c'est la matrice de l'homothétie de rapport 2, donc déterminant 2 fois 2 égale 4. Dans le cas H, la valeur du déterminant est 1. C'est un cisaillement qui laisse invariant la direction horizontale et qui cisaille le vecteur bleu vertical, disons. En tout cas, la matrice, elle a cette forme-là, donc le déterminant, c'est le produit des coefficients diagonaux, c'est 1. Et géométriquement, on voit que c'est un cisaillement, que c'est une transformation incompressible, déterminant 1, et qui préserve l'orientation. On passe à la question 2. Combien vaut le déterminant de la transformation de R2 illustrée par la figure? Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse.
La bonne réponse, c'est 4. Donc, c'est aussi la réponse numérotée 4. Et vous avez deux justifications qui vous sont proposées pour la réponse. La justification, en quelque sorte, la moins parlante, c'est d'écrire explicitement la matrice. La matrice, c'est la matrice moins 2, moins 2. Vous voyez, si vous regardez ce carré, à la fois l'abscisse et l'ordonnée sont envoyées sur leurs opposés. Enfin, le carré, les deux coordonnées sont inversées, sont envoyées sur leur opposé, multipliées par base 1. Et puis ensuite, il y a une dilatation d'un facteur 2 dans les deux directions. Donc l'orientation est préservée. Bien sûr, le carré est retourné, mais comme les deux directions sont retournées, l'orientation est préservée. Vous pouvez passer du premier carré au deuxième par une rotation d'angle pi qui préserve l'orientation, puis une homothétie de rapport 2. Deuxième question. Combien vaut le déterminant de la transformation de R2 illustré par la figure suivante, avec 4 réponses possibles. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La bonne réponse, la valeur du déterminant, c'est 4, et ça correspond aussi à la réponse numéro 4. Et vous avez deux justifications qui sont proposées. La deuxième justification, ça consiste simplement à regarder comment le vecteur, les deux vecteurs de la base canonique sont transformés. Donc vous voyez, le premier vecteur de la base canonique, il est envoyé sur moins 2 fois lui-même, et le deuxième vecteur de la base canonique, si je le dessine en pointillé comme ça, il est aussi envoyé sur moins 2 fois lui-même. J'aurais pu le faire d'une autre couleur. En tout cas, pour cette raison, la matrice, elle vaut moins 2, moins 2. Voilà, là je vous ai redessiné les deux vecteurs de la base canonique et leurs images. Donc matrice moins 2, moins 2, donc déterminant 4. Et puis l'autre justification, qui est un petit peu meilleure, hein, qui permet de comprendre un peu mieux ce qui se passe, c'est que cette transformation, vous pouvez la voir comme la composition d'une rotation d'angle pi et d'une homothétie de rapport 2. La rotation d'angle pi, elle a un déterminant égal à 1. L'homothétie de rapport 2, elle a un déterminant égal à 4. La composée des deux a pour déterminant le produit de 1 fois 4, donc 4. Et on passe à la question suivante. Combien vaut le déterminant de la transformation de R2 illustrée par la figure suivante de gauche à droite? 4 réponses possibles. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La bonne réponse, c'est moins 2, et c'était la réponse 2. Et à nouveau, vous avez deux justifications, un peu comme pour la question précédente. La justification peut-être la moins éclairante, c'est d'écrire explicitement la matrice. Donc, je vous ai à nouveau dessiné les deux vecteurs de base. Attention, hein, le carré, les vecteurs de la base canonique, ils font seulement la moitié du carré côté gauche. Mais enfin, leurs images rouges et bleues correspondent bien aux deux colonnes de cette matrice, moins 1 et moins 1, 1. Et donc, le déterminant par calcul, ça fait moins 1, moins 1. Donc, moins 1, moins 2. Autre justification, un peu plus éclairante. Alors, au-dessus, là, je vous ai expliqué comment on pouvait obtenir la transformation. Les deux vecteurs de la base canonique, ils sont dilatés d'un facteur racine de 2, puisque c'est la diagonale du carré. Donc, chaque direction est dilatée d'un facteur racine de 2. Donc, en valeur absolue, le déterminant va valoir 2. Et puis, quand vous passez de gauche à droite, on voit que ça renverse l'orientation. Vous ne pouvez pas déformer continuellement de gauche à droite sans écraser à un moment une dimension. Donc vous renversez l'orientation, dont le déterminant vaut moins 2. Si vous voulez vraiment la transformation explicite et la transformation complète explicitement, vous pouvez faire une homothétie de rapport racine de 2 pour avoir la bonne taille. Puis ensuite vous faites un flip gauche-droite. Ça vous fait au passage, ça vous renverse l'orientation. Puis après vous faites encore une rotation d'angle pi sur 4 pour amener le point vert qui sera arrivé ici côté gauche, pour l'amener sur ce point-là. Du coup, avec cette décomposition en 3, la rotation, elle a un déterminant égal à 1, le flip gauche-droite. Donc j'étais en train de dire, la rotation donc pi sur 4 a un déterminant égal à 1, le flip gauche-droite a un déterminant égal à moins 1,
Et l'homothétie de rapport 2 a un déterminant égal à 2. Donc la composée des 3 a un déterminant qui vaut le produit des 3. Donc, moins 2. Et on passe à la question suivante. Combien vaut le déterminant de la transformation illustrée par la figure suivante? 4 réponses possibles. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Donc la bonne réponse, c'est moins 2. Donc c'est la réponse 2. À nouveau, 2 justifications. La justification la moins éclairante, c'est d'écrire explicitement la matrice de la transformation. Et donc, si vous représentez les images des deux vecteurs de la base canonique à droite, l'image du premier vecteur rouge, c'est bien le vecteur -1, -1, ici. Et l'image du deuxième vecteur bleu, c'est bien le vecteur -1, 3, ici. Et donc le déterminant, explicitement, il vaut -3, -1, -3 plus 1, -2. L'autre justification, la première en fait, un peu plus éclairante, d'abord vous pouvez remarquer que l'orientation est renversée, donc on aura un déterminant négatif, il suffit de trouver maintenant le rapport entre les deux aires, et pour montrer que la deuxième aire vaut 2 fois la première, une des manières de procéder, c'est d'effectuer des cisaillements sur ce dessin pour essayer de se ramener à un rectangle. Donc j'ai essayé de l'expliquer ici dans le texte, je vous laisse regarder le texte, mais j'essaie de l'illustrer sur le dessin. Si vous faites un premier cisaillement comme ceci, pour ramener le vecteur rouge, un cisaillement vertical de 1 ici, du coup le vecteur jaune, lui, il va être ramené de 2 vers le bas, j'essaie de le dessiner. Voilà, j'ai essayé de dessiner un petit peu mieux le cisaillement. Donc le premier cisaillement, c'est un cisaillement dans la direction verticale. Donc vous ramenez ici le vecteur rouge image sur l'horizontale de 1 vers le bas, et du coup celui-là de 2 vers le bas. Donc vous aurez, l'image sera quelque chose qui sera comme ceci. J'essaie de le dessiner. Et si vous appliquez un deuxième cisaillement horizontal, vous ramenez cette zone-là à un rectangle vertical de largeur 1 et de hauteur 2. Donc le rapport des aires, c'est bien 2. Donc ça termine de justifier, d'illustrer ce qui est écrit ici. On passe à la question suivante. Alors, dans cette question, vous avez deux questions en une. En fait, vous avez une transformation côté gauche et une transformation côté droit. Et on vous demande juste de donner l'orientation de la première transformation, plus ou moins, et l'orientation de la deuxième, plus ou moins. Du coup, vous avez 4 options possibles pour les combinaisons de signes. Plus, moins, plus, moins. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Et la bonne réponse, c'est plus, moins, réponse 2. Donc c'est plus pour la première transformation qui préserve l'orientation, et moins pour la deuxième qui la renverse. Donc ce qu'il faut, c'est le voir géométriquement. Je vais essayer de le justifier. Donc pour la première transformation côté gauche, vous voyez que si vous prenez la face supérieure et que vous l'appliquez sur la face supérieure ici, couleur sur couleur, la deuxième face qui ici est la face qu'on a en face de nous, qui se retrouve là, ça se passe bien et vous n'avez pas besoin de retourner l'orientation pour passer de gauche à droite. A l'inverse, côté droit, vous voyez qu'il n'y a aucun moyen de faire une déformation sans renversement de l'espace, de ce cube-là vers ce cube-là. Si vous essayez de prendre la face qu'on voit au premier plan et l'appliquer sur ces faces-là, les couleurs correspondent. Mais même cette face-là toute seule, vous n'arrivez pas à l'appliquer. Il faut prendre l'image du cube dans un miroir. Par exemple, si vous prenez l'image du cube dans un miroir au bas, là, vous aurez bien la face rose-blanc et au-dessus, rouge-jaune, ce que vous avez ici. D'accord ? Les autres faces ne correspondent pas à des faces visibles, mais rien que celle-là suffit à dire que ça renverse l'orientation. Donc moins pour la deuxième transformation. Et on passe à la question suivante. Alors, dans cette question, on vous pose la question suivante. Quand vous parcourez cette tige d'une extrémité à l'autre, et vous pouvez le faire dans deux sens, on est d'accord, vous pouvez le faire dans ce sens-là, ou bien dans ce sens-là. Et à chaque fois,
quand vous parcourez la tige d'un côté à l'autre, le filetage, là, vous définit un sens de vissage. La question est toute bête. Est-ce que, dans ces deux cas, est-ce que le sens de vissage est le même? Donc le sens de vissage, c'est est-ce que c'est un vissage main gauche ou main droite, hein? Est-ce que c'est le même ou est-ce qu'il est différent? Ou bien, dit autrement, l'orientation de R3 définie par le vissage, suivant que vous allez de cette extrémité à celle-ci ou dans l'autre sens. Est-ce que c'est la même orientation de R3 ou est-ce que c'est une orientation différente? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Et bien la réponse, c'est que c'est la même orientation. Hein, l'orientation ne dépend pas du sens dans lequel vous parcourez cette tige. Et si vous regardez concrètement, dans les deux cas, c'est un vissage main droite. Hein, si vous allez de gauche à droite ici, en regardant dans la direction de la tige, vous vissez. Et dans l'autre sens ici, en partant du haut et en allant vers le bas à gauche, en regardant dans la direction de la tige, vous vissez aussi. Donc c'est un vissage main droite qu'on la regarde suivant cette direction, suivant ce sens de parcours ou ce sens de parcours. Une autre manière de le dire, c'est que l'orientation de R3, elle ne va pas changer parce que vous retournez la tige. C'est quelque chose de plus intrinsèque. Et si vous retournez la tige, la figure est inchangée. Voilà. Une autre manière de le dire, c'est que si vous achetez une tige filetée comme ça dans le commerce et que vous vouliez visser un boulon dessus, vous pouvez visser un boulon en attaquant de ce côté-là ou en attaquant de ce côté-là. Le même boulon. Un boulon aussi avec un filetage main droite, ça va marcher. Des deux côtés, si vous avez fait un peu de bricolage avec de la tige filetée coupée, vous le savez en pratique. Et on passe à la question suivante. Alors là, c'est à nouveau une question du même type. En fait, la question, c'est vraiment quelle est l'orientation de l'hélice formée par ce dessin? Et ce dessin, il est tiré d'un article sur les ondes électromagnétiques, donc il représente le profil d'une onde électromagnétique. En fait, c'est la même question que précédemment, hein, mais c'est pour vous montrer un contexte physique un peu différent. Donc, vous avez les champs électriques et magnétiques et la propagation de l'onde. Question, quelle est l'orientation? Est-ce que c'est main gauche ou main droite? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Excusez-moi, j'ai dit... donc en fait, vous avez seulement le champ électrique qui est représenté ici. Hein, mais vous auriez le champ magnétique qui est orthogonal au champ électrique si je me souviens bien de mon électromagnétisme. Peu importe, ce qu'on vous demande, c'est l'orientation de l'hélice. Et voici la réponse. La réponse, c'est main gauche. Vous voyez que si par exemple on prend l'hélice dans ce sens-là, mais vous vous souvenez, d'après la question précédente, on pourrait aussi la prendre dans l'autre sens, ça ne changerait rien, mais disons qu'on la prend dans ce sens-là, et si vous essayez dans ce sens-là de visser, suivant l'hélice, avec le sens habituel de vissage, ça ne marche pas. Hein. En progressant dans ce sens-là, dans cette direction-là, vous voyez que ça correspond à dévisser. Donc ça, c'est caractéristique d'orientation filetage main gauche, orientation négative de l'espace. Et on passe à la question suivante. Alors encore une question dans laquelle on vous demande simplement l'orientation d'une hélice, sauf que évidemment c'est une question qui a une certaine importance en biologie, parce que c'est pas n'importe quelle hélice, c'est un brin d'ADN. Et le brin d'ADN qui est représenté là, il a l'orientation qu'ont la quasi-totalité des molécules d'ADN dans la nature. Et donc c'est une des deux. Est-ce que c'est main gauche ou est-ce que c'est main droite? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La bonne réponse, c'est que c'est main droite. Alors, et donc, effectivement, dans la nature, dans la très grande majorité des cas, l'orientation des molécules d'ADN naturelles, c'est une orientation main droite. Hein, c'est pas moitié-moitié, c'est presque tout le temps main droite. Alors pourquoi c'est main droite? Je sais pas, par exemple, vous parcourez votre molécule d'ADN dans ce sens-là, et vous imaginez
que vous manipulez un bouchon ou un tire-bouchon ou ce que vous voulez avec votre main droite. Et dans cette direction-là, effectivement, vous vissez. Vous vissez en progressant et vous dévissez en revenant en arrière. C'est caractéristique d'une orientation main droite. Et on passe à la question suivante. Encore une question de vissage, donc vous l'avez compris, hein, ce n'est pas vraiment des questions qui ont un intérêt mathématique, parce que pour ce qui est de déterminer l'orientation d'un vissage, il aurait suffi d'une seule hélice et ça aurait été terminé. C'est pour vous montrer un peu la variété d'objets de la nature qui possèdent une orientation de R3 bien déterminée. Ici, c'est un coquillage. Est-ce qu'il est orienté? Sens de vissage défini par l'enroulement de ce coquillage. Est-ce qu'il est orienté main gauche ou main droite? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La bonne réponse, c'est main gauche, réponse 1. Et voilà une image qui vous montre deux coquillages, sinistral, dextral. Donc sinistère en latin, ça veut dire gauche, et dexter, droite. Donc bref, en tout cas, le dessin qui est représenté ici, c'est bien sûr le dessin de gauche, donc main gauche. Une des manières de le voir, c'est que si vous parcourez votre coquillage dans cette direction-là, disons de droite à gauche, et que si vous avancez le long de l'axe du coquillage et que vous regardez le sens de rotation, c'est un sens de dévissage et pas un sens de vissage. Et ça, c'est caractéristique d'une orientation main gauche. On passe à la question suivante. Et une petite question de chimie, enfin liée à la chimie. Parmi les molécules suivantes, combien sont chirales? Alors je pense que c'est un terme que vous avez dû voir en chimie. Une molécule qui est chirale, c'est une molécule qui diffère de son image dans un miroir. Dit autrement, c'est une molécule dont la forme permet de définir une orientation positive ou négative de R3. Et je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Et la réponse, c'est seulement la dernière qui est chirale. Donc il y a deux choses à montrer. Il faut montrer que les trois premières ne le sont pas et que la dernière l'est. Alors les trois premières ne le sont pas parce que on voit, elles ont tout un axe, un plan de symétrie qui fait que si on prend l'image de les molécules par réflexion par rapport à ce plan de symétrie, bien sûr, comme c'est un plan de symétrie, on obtient la même molécule. Ici, le plan de symétrie, je vais essayer de le dessiner, ce serait une espèce de plan qui serait comme ça, quoi. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, qui passerait ici par le milieu ici, par le milieu ici, par le milieu ici. Et la molécule est invariante par réflexion par rapport à ce plan. Pour cette molécule-là, en fait, elle serait chirale. Pourquoi elle n'est pas chirale? Parce que, alors vous voyez, il y a un décalage ici, elle est formée de deux pentagones d'atomes de carbone, blablabla, et ils sont décalés, suivant l'axe, mais ce pentagone-là, il est décalé, mais il arrive pile au milieu de l'autre. Donc si vous prenez un plan, je vais essayer de dessiner le plan, c'est pas très facile à illustrer, mais un plan qui serait comme ça, vous voyez, qui passerait ici par l'axe ici, et ce plan-là, c'est un plan par rapport auquel la molécule est symétrique. Tout comme ici, elle était symétrique. Je ne sais pas si j'ai réussi à en rendre compte. Et donc, du coup, elle n'est pas chirale. Pour cette molécule-là, c'est plus simple. Vous avez plein de plans de symétrie assez faciles à saisir. Par exemple, celui-ci. Clac, 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 je sais pas. J'essaie de le représenter. Voilà, gauche, droite, clac, la molécule est symétrique. Donc ces trois molécules ne sont pas chirales. En revanche, la dernière, elle l'est. Alors, une des manières de le voir, enfin, elle l'est parce que, vous voyez, si vous essayez de faire un plan de symétrie, ici, vous avez rouge et blanc, c'est pas la même image. Et ici, vous avez vert et blanc, c'est pas la même image. Une autre justification, c'est qu'avec cette molécule de droite, là, vous pouvez définir un sens de vissage à partir de la forme de la molécule. Par exemple, vous prenez cet axe-là et vous le parcourez dans cette direction-là.
dans cette direction-là, et vous partez de la direction rouge qui est transverse à l'axe, et vous le parcourez dans cette direction-là, et vous allez de cette molécule-là rouge vers celle-ci, mais en tournant, en allant au plus proche, quoi, à l'angle le plus étroit, et ça vous fait un vissage comme ceci. Je sais pas comment dire, qui ferait comme ça, quoi. D'accord ? Donc ça vous fait un sens de vissage. Vous voyez qu'on arrive à définir à partir de la molécule. L'image dans un miroir, elle aura le sens de vissage opposé. Donc celle-ci, elle est chirale. Et on passe à la question suivante. Alors dans cette question, on est dans R3. On considère une base de R3, E1, E2, E3, et on suppose que cette base est positivement orientée. Question, quelle est l'orientation positive ou négative de chacune des trois bases suivantes? Donc on vous propose trois bases, à chaque fois il faut donner l'orientation. Donc vous avez en fait trois orientations à donner à chaque fois, positive ou négative. Je vous laisse mettre sur pause et donner vos réponses. Et voici les réponses. Alors les réponses, c'est négative pour la première base, positive pour la deuxième base et négative pour la troisième. La justification, si vous regardez les notes de cours, l'orientation d'une base, enfin l'orientation d'une base formée par trois vecteurs, c'est donné par le signe du déterminant de ces trois vecteurs. Donc la base, une base, elle est positivement orientée si le déterminant de ces trois vecteurs est strictement positif. Or, donc la base de départ, E1, E2, E3, puisqu'elle est positivement orientée, le volume engendré par ces trois vecteurs, enfin le volume orienté engendré par ces trois vecteurs, le déterminant, il est strictement positif. Et ce qui va permettre de déterminer les trois signes ici, c'est le fait que le déterminant, c'est ce qu'on appelle une forme antisymétrique. Antisymétrique, c'est-à-dire si vous échangez deux vecteurs, parmi tous les vecteurs dont on regarde le déterminant, si vous en échangez deux, les positions, si vous échangez les positions, ça multiplie le déterminant par -1 à chaque fois que vous faites un échange. Donc, pour la première base, vous voyez que pour passer de la base initiale à celle qui est ici, il faut échanger, ou pour revenir en arrière, il suffirait d'échanger les positions de E3 et de E2 pour revenir à la base de départ. Et à partir de celle-là, il suffirait d'échanger les positions de E3 et de E1. Ou dit autrement, chacune des deux est obtenue à partir de la première en échangeant la position de deux vecteurs. D'où l'orientation négative. Alors qu'ici, c'est une permutation circulaire E1, E2, E3. Et la permutation circulaire, vous pouvez l'obtenir en faisant deux échanges de positions. E1, E2, E3, vous échangez E1 et E3. Ça vous donne celle-ci. Et puis ensuite, vous échangez de nouveau, ici, vous échangez, pardon, E1 et E2, ici, et ça vous donne celle-ci. D'accord? Donc, deux échanges de positions, donc moins à chaque fois, plus. Et on passe à la question suivante. Alors voilà une figure qui doit vous rappeler quelque chose. Combien vaut le déterminant de la transformation illustrée sur cette figure, qui est un cisaillement? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Alors, on vous donne... Donc d'abord la réponse, c'est que le déterminant, il vaut 1, et vous avez deux justifications, voire même peut-être trois possibles. D'abord, presque intuitivement, la transformation, c'est un cisaillement. On voit que c'est une transformation incompressible. De manière un peu plus précise, vous voyez que la base ici du cube initial, si j'essaie de la représenter, elle est complètement invariante par la transformation, elle est inchangée. Et la hauteur, elle est inchangée aussi. Et le volume d'un parallélépipède, c'est base fois hauteur. Et on voit aussi que l'orientation, bien sûr, n'est pas changée. Donc le déterminant vaut 1. Première justification. Deuxième justification, un peu moins éclairante, mais si vous regardez les trois vecteurs de la base canonique, les deux premiers sont inchangés, ce qui donne ces deux colonnes-là inchangées. Ça, c'est le fait que dans le plan horizontal XY, c'est l'identité. Et puis le troisième vecteur, mais ça on l'avait déjà vu dans un test auparavant, il est envoyé sur lui-même plus 1/2 fois le premier vecteur de base, ici. D'accord? Donc d'où cette troisième colonne.
Et du coup, la matrice, elle est triangulaire. Le déterminant, c'est le produit des coefficients diagonaux. Donc ça vaut 1. Et on passe à la question suivante. Alors, dans cette question, on vous propose des transformations de R3. Il faut donner le déterminant. Première question, une rotation de R3. Je donne la réponse. La réponse, c'est 1. Donc il y a plein de justifications possibles, mais une des justifications possibles, c'est que bien sûr, une rotation, ça préserve l'orientation et le volume. Question suivante. Une symétrie orthogonale par rapport à un plan. Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. Déterminant -1. Une symétrie orthogonale par rapport à un plan, ça préserve les volumes. Donc le déterminant, il vaut 1 en valeur absolue. En revanche, ça vous renverse l'orientation. Donc signe -1. Question suivante. Une symétrie quelconque non orthogonale par rapport à un plan. Je vous laisse donner votre réponse. Et voici la réponse. Alors, la réponse, c'est encore -1. Alors j'ai mis, vous pouvez y penser par intuition. En fait, il y a un argument que je vais rajouter dans les slides en ligne, c'est que si vous appelez S cette symétrie, alors vous aurez S rond S, ça fait SOS, mais S rond S égale S2 égale l'identité. C'est une transformation involutive, l'identité de R3. Et donc, le déterminant, ça vous entraîne que le déterminant de S au carré, le déterminant de S rond S, c'est le déterminant de S fois le déterminant de S, donc c'est le déterminant de S au carré, ça vaut 1. Donc le déterminant de S, qui est un réel, c'est une transformation de R3, le déterminant est réel, il vaut plus ou moins 1. Et c'est une transformation qui renverse l'orientation, ça peut-être l'intuition peut vous le dire, et donc le déterminant il vaut -1. Et puis un autre argument, c'est que si vous choisissez une base qui contient deux vecteurs ici, qui sont dans le plan invariant par la symétrie, le plan de symétrie, ces vecteurs ils sont invariants par la transformation. Donc les deux premières colonnes, ça fera comme les colonnes de la matrice identité. Et si comme troisième vecteur de base, vous prenez la direction parallèlement à laquelle la symétrie a lieu, il sera envoyé sur son opposé. Donc dans cette base-là, la matrice aura cette forme toute simple. Or, le déterminant d'une transformation linéaire, d'un endomorphisme, c'est le déterminant de sa matrice dans n'importe quelle base, voire les notes de cours. Donc c'est le déterminant de cette matrice-là, donc -1. Alors, dans la fiche de TD application linéaire, mais c'est un exercice qui n'a pas forcément été fait dans tous les groupes, effectivement, on montrait que c'est exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire que dans une base bien choisie, la matrice d'une symétrie par rapport à un plan, orthogonal ou pas, prenait cette forme-là. Question suivante. Une symétrie orthogonale par rapport à une droite. Toujours dans R3, on est toujours dans R3. Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Donc la réponse, c'est que cette fois-ci, le déterminant vaut 1. Alors, les volumes, ils sont toujours préservés, mais cette fois-ci, l'orientation est préservée. Vous pouvez vous en convaincre, par exemple, la symétrie orthogonale par rapport à l'axe des Z dans R3, ça correspond à une rotation d'angle pi, en fait. Voilà, donc j'ai écrit ici l'argument. Une symétrie orthogonale par rapport à une droite de R3. J'ai essayé de faire un dessin dans R3 pour l'illustrer. Vous pouvez la voir, symétrie orthogonale. Vous voyez, on passe d'un côté à l'autre de la droite, comme une rotation d'angle pi d'axe cette droite. Et une rotation d'angle pi, c'est comme une rotation de R3 d'angle quelconque, ça a pour déterminant 1. Et puis enfin, un dernier argument, c'est que dans une base bien choisie, si vous prenez comme premier vecteur de base le vecteur de cette droite, un vecteur sur cette droite, de l'axe de la symétrie, la droite invariante par la symétrie, et puis les autres vecteurs de base, vous les prenez orthogonaux, les autres vecteurs de base, ils sont envoyés sur leur opposé, donc la matrice dans cette base aura cette forme-là, donc cette fois-ci, vous avez, par rapport au cas précédent, vous avez 2 fois -1 dans la matrice, donc -1 égale 1. Donc plusieurs justifications possibles pour dire que le déterminant vaut 1. Question suivante. Une symétrie quelconque non orthogonale par rapport à une droite.
Je vous laisse mettre sur pause, donner votre réponse. Et voici la réponse. Voilà, ben c'est le même argument que précédemment, et l'argument peut-être le plus simple, c'est de choisir une base dans laquelle la matrice a cette forme-là, et même si c'est une symétrie non orthogonale par rapport à cette droite, on peut choisir une base dans laquelle la matrice a cette forme-là. Le premier vecteur de base, c'est un vecteur qui est sur la droite par rapport à laquelle on fait la symétrie, et les deux autres vecteurs, ils sont dans le plan parallèlement auquel on fait la symétrie. Donc ils sont envoyés sur leur opposé, ces deux vecteurs-là. Dans cette base, la matrice a cette forme-là, ou celle-ci, quoi. Et donc le déterminant vaut encore 1. Et on passe à la question suivante. Alors, une petite question très simple. Dans R3, que vaut le déterminant de l'homothétie de rapport 2? Je vous laisse mettre sur pause et donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse c'est 8. Vous avez 3 dimensions qui sont multipliées par 2, donc les volumes, eux, ils sont multipliés par 8. Ou bien, vous pouvez dire que c'est le déterminant de la matrice 2 fois l'identité. Donc le déterminant, c'est le produit des coefficients diagonaux. 2 fois 2 fois 2 égale 8. Question suivante. Alors là, vous avez un déterminant un peu compliqué, un déterminant 3, 3. Et la question, c'est est-ce que vous pouvez affirmer a priori, sans calcul, puisque les calculs sont compliqués, que ce déterminant, qui est un entier, parce que c'est une somme de produits de nombres qui sont tous des entiers. Donc c'est un entier. Est-ce que cet entier est, oui ou non, divisible par 6? Du moins, est-ce que vous pouvez l'affirmer a priori sans calcul? Je vous laisse donner votre réponse. Et voici la réponse. La réponse, c'est oui. Et c'est lié à la multilinéarité, à la trilinéarité du déterminant, qui fait que si vous multipliez une des lignes ou une des colonnes par un facteur, ça multiplie le déterminant par le même facteur. Dit autrement, vous pouvez mettre, vous voyez que dans la première ligne, les 3 nombres sont multiples de 3, donc vous pouvez mettre 3 en facteur dans la première ligne, et vous pouvez mettre 2 en facteur de la troisième colonne, parce que dans la troisième colonne, les 3 nombres sont pairs. Donc quand vous faites ces deux factorisations du déterminant, la première ligne, les 2 premiers nombres sont divisés par 3, puis le troisième, il est divisé carrément par 6, puisqu'il est divisé par 3 à cause de la division par 3 de la première ligne, et puis aussi par 2 à cause du facteur 2 qu'on a sorti de la troisième colonne. Donc on peut dire que la forme précise des nombres ici, 1724 divisé par 2, ça demandait un petit peu de calcul, mais savoir a priori que vous pouviez mettre 3 et 2 en facteur, ça ne demandait pas de calcul. Donc réponse oui. Et donc on a terminé cette première partie, puisque vous voyez la question suivante, on change de section. Donc c'est fini pour cette première vidéo. Merci pour votre attention.